pour alterner un petit peu le féminin et le masculin. C'était pour Maggie, mais c'est une dame et je la garde. Ah, tu fais comme tu veux. Donc Xavier, tu es né en 1979 en Dauphiné. Tu es directeur pénitentiaire d'insertion et de probation. Tu résides à Montreuil aussi, comme Sophie. Et tu publies 4 recueils, L'adieu au loin aux éditions du Citron Gare et aux éditions du Cygne, Le caractère sacré, Le souci du bien et Fief, les 3 recueils. Et tu as aussi publié dans de nombreuses revues de poésie ainsi que dans plusieurs anthologies. Et tu as l'initiative du projet collectif La poésie a quelque chose à dire, PAQCAD, dont la vocation est de placer la poésie dans l'espace public, ainsi que du groupe d'auteurs La Girafe à Piston. Et puis je n'avais pas préparé, mais comme on avait discuté tout à l'heure en début de séance, c'est vrai que donc, tu travailles en milieu pénitentiaire, tu as dans une fonction. Tu me racontais qu'effectivement tu aidais, et pas seul, mais avec ton équipe et des associations culturelles à faire des ateliers d'écriture et de la poésie en milieu carcéral, et c'est quand même aussi quelque chose d'assez fascinant, et je te remercie pour ça aussi. Je te laisse lire. Merci. Je vais juste corriger, c'est que ça existe, mais pour l'instant, moi, je n'ai pas personnellement mis en place ces ateliers. Mais ça existe. J'ai quelque chose à dire. C'est relatif aux choses, justement, à l'expression juste, en tant qu'historien, en tant que conseiller d'insertion, en tant que l'écrivain, mais je suis confus. C'est compliqué. Écoutez, j'ai quelque chose à vous dire. J'entends bien, oui. Voilà que j'écoute. Puis, tiens, ma concentration, voilà qu'elle agonise. Oh là là, je m'endors, je bafouille. Vous me faites hésiter, je me tais. Si vous saviez ce que j'ai à dire, ce que je voudrais dire pour être exact. Mais je le pense, oui, quasi sûr, à quelques exceptions près. Excusez-moi. Je vais passer à autre chose. C'est comme ça. Je le garde pour moi, finalement, et n'insistez pas. Une autre fois, nous prendrons le temps. C'est quasi sûr. Autrefois que j'étais un chat, je n'avais aucune raison de défaire le tissage de mes nuits. Je me contentais de la lune, et ce qu'elle me donnait de son effeuillage me satisfaisait. J'accoudais de longues heures sur mes rêves, le regard mouillé à force de fixer mon intérieur, bien décidé à aimer des largeurs qui serpentaient. Et même si je sais que c'est difficile à imaginer pour vous aujourd'hui, j'étais heureux ainsi, écoutant le battement de mon âme, brume chancelante que je supervisais. Mais désormais, je suis un oiseau. Je prends le temps de souffler les nuages, et mes impressions longtemps assoupies sont une autre façon d'aimer l'air, filtré par le son des arbres, délimité dans son amplitude. Alors je dépose mes vieilles idées de chat à l'extérieur de mes rêves, comme si mon regard revenait d'un long séjour, et j'aime cette conclusion, cette page fleurie par mon vécu, cette vapeur où se tend ma lenteur animale. Je vais lire juste une après. Les amoureux, en faisant ce qu'ils font, se regardent regarder passer les passants, et leur désir est dans ce qu'ils touchent
une chair froissée du bout des lèvres. Plus tard, la nuit venant, les amoureux sont si fatigués qu'ils se couchent l'un dans l'autre. Plus tard, la nuit venant, les amoureux sont si fatigués qu'ils se couchent l'un dans l'autre, et les autres dans les appartements font des enfants de comment s'aiment les amoureux. Le temps passant fait que les amoureux se touchent moins qu'avant, et leurs lèvres qui parlent des amoureux sur les bancs. Et aussi du temps passant sur leur amour d'eux et sur l'amour des autres, qui, en faisant ce qu'ils font, leur rappellent que passent les amoureux. Regarde, en face de toi, c'est la mer, que dévale un chien ailé, agrippé sur une luge, et il rigole. Et tout au fond, à la limite du ciel, un aigle harassé de silence qui fait son maximum pour t'éviter. Et toi, tu es une plante, tu dandines un sourire derrière ton front, mais de face, c'est dur. C'est protégé par tes yeux qui fuient toute mélancolie. Il fait pourtant un temps de neige, il fait un espoir de solstice. Tous ces ouatés, même sous la terre, où tes rêves ont 1 mètre carré à parcourir. Oh, un arbre s'avance. Chut, laissons-le chanter. Il a un trapéziste qui danse dans ses feuilles. Il a vocation d'être un chien glisseur, un aigle de mystère. Tu as vu comme tu voyages? Regarde, en face de toi, la mer. Je vais vous lire un poème qui est un peu long, j'essaie de lire un peu plus vite. Mais ça va? Ah, ça va. Mais que j'aime beaucoup. Que j'ai appelé les âmes ou la désobéissance, et qui a vocation à, on va dire, à espace de solidarité. Les âmes solides, les âmes aux veines invisibles, comme des couteaux dissimulés sous des manteaux, s'emportent au son du souvenir du bien impérissable. Les âmes défoncent les honneurs comme du papier. Les âmes, avec des yeux de nouveau-nés, avec des bouches pleines de terre grasse et laiteuse, se passent très bien des héritages. Les âmes suçotent le temps comme des gitanes jaunies et sans filtre. Et on dit des âmes qu'elles sont follement familières dans leur comportement, inégales dans leur façon de frapper les esprits ou de profiter des échos du savoir. Mais ces âmes-là ont un secret, elles délient les vœux. Et chaque fois qu'elles se rendent au marché de l'agora, les âmes y perdent la moitié de leur vertu. Aussi, les âmes n'y vont plus, elles se préservent. Elles ressentent les choses de loin, elles renoncent de haut. Les âmes, à vrai dire, se soucient peu des âmes. Cela dépend de facteurs en lien avec la vérité. En vérité, elles mentent souvent, c'est presque sûr. Mais ce qui est certain, c'est qu'elles semblent solides. Et une fois, je me souviens, une âme trépignait devant une porte fermée. Elle ne trépignait pas de colère. Elle ne souhaitait pas qu'on lui ouvre la porte, non. Elle vivait juste un moment unique à cet endroit-là. Les actions de vie cimentent les âmes pour longtemps. Des fantaisies les rendent plus fortes que des miracles. Les rêves les soudent à l'impalpable matière du vide. Ainsi, elles sont comme un fil ininterrompu. S'il y a des âmes qui parfois se séparent des autres, c'est pour observer la perfection des erreurs communes. C'est pour écouter l'harmonie du brouhaha commun. Ensuite, les âmes reviennent à leur place et elles rient. J'ai bien connu une âme et elle respectait ce qui faisait autorité.
Elle remerciait l'instant, excusait le passé et restait humble face au futur. Elle aimait converser des conversations. Les âmes ont une haute opinion de la justice. Elles disent que la justice abandonne, qu'elle fuit. Elles disent que la liberté est l'acte d'en lester les bords. Elles n'y réussissent pas toujours. Elles s'en vantent. Les âmes sont solides par démocratie. Les biens qui occupent leurs mains sont si fragiles, si aériens, qu'ils sont communs. Ce sont des âmes. Les âmes peuvent apprendre à se prendre les mains. Qu'on pardonne aux poètes ses récriminations. Il n'est pas facile de tout faire, de tout percevoir. Certaines choses sont si dissimulées derrière l'honnêteté qu'elles chutent au fond des vies. Et le poète n'a que 2 mains et un couteau pour trancher à travers le voile de lui-même. Comment pourrait-il vivre ce que vivent ses amis humains, tout cela qu'il aime injustement? Buvant toujours le premier à la coupe sombre, il demeure intensément sans création, révolté contre son horrible mélancolie. C'est vrai, le poète adule sa liberté, c'est là tout son malheur. Il en a pour les autres, et ce qu'il partage n'est jamais confortable. Je vais vous lire un poème que j'appelle Le Grand Paris. Je travaille en Seine-Saint-Denis, j'habite en Seine-Saint-Denis, bref. Et je travaille dans un quartier qui est un peu comme Montreuil d'ailleurs, qui est en pleine reconfiguration architecturale. C'est un des quartiers du nouveau le village olympique là. Donc c'était un quartier sur les marches de Paris, avec à l'époque des bidonvilles, etc., qui a été reconfiguré. Aujourd'hui, il y a des bureaux partout. Et de voir tout ça se construire m'a fait un peu réfléchir, et ça a donné ce texte-là que je vais vous partager et sur lequel je terminerai. Le Grand Paris. Comme il est agréable de contempler d'en bas les chemins se détournant des possibles. Une immense ossature de fer gît à mes pieds, je m'en détourne avant qu'elle ne m'aime. Territoire plein, immeubles évidés, peuple rouille, usé par les outils sur les mains, espoir ramené au grade de l'aide sociale, ossature oxydée par la richesse des pauvres. Gens sans faim contre estomac expérimenté par la recherche de sustentation vitale, ô virus affable, crise assoupie sous les 20 heures antiques de l'État-providence. Que t'offre-t-on? Les bâtons sont si mauvais à manger. C'est une priorité qu'il est difficile de mâcher. Le cuir a salement durci sous les coups ces 1000 dernières années. On s'en souvient. La cité des hommes se renouvelle si vite qu'elle finit par ignorer la stabilité de son âme, fatiguée, bestiale, si souvent vengeresse, si occupée d'elle-même et peu concernée. J'ai des doutes quant à mon réel pouvoir. Suis-je donc moi aussi limité par mes rêves? La poésie ne me serait d'aucune futilité, à peine bonne à me préserver de la vie. La tour dégarnie est une promesse sans saveur, futur hôtel de luxe dans un nouveau ghetto. Dieu comme nous sommes pressés de faire renaître les anciens sujets sous de nouveaux crépits. Une écharde, comme une grande tour en fer, attend son réau de verre et d'acier, où habiteront banques, sièges de société, à 2 pas d'un quartier nerveux et tendu. Le lieu dont on part, avant d'y arriver, reste branché sur Paris,
rien d'autre l'en sépare que la périphérie subie, oh, depuis bien longtemps. Merci.